Bonjour à tous, je suis Patrice Marcadet et vous écoutez Et maintenant, le podcast dédié, comme son nom l'indique, à la transition, au changement, à la réorientation, à la redécision, au renouveau. À La Rochelle, il est un projet immobilier qui abrite temporairement un tiers-lieu. C'est suffisamment singulier pour retenir mon attention. Novaxia Investissement a mis à la disposition d'une association, la Maison du Mail, 94 Terre, Allée du Mail à La Rochelle, une superbe maison qui est à la fois ressourcerie, lieu d'accueil pour des ateliers créatifs, café associatif et bien d'autres choses. Je m'y suis rendu, convaincu que dans un tiers-lieu, je rencontrerai des personnes en transition, confrontées à la question du « et maintenant ?» et que mon podcast pourrait leur être utile pour mieux se connaître et se faire connaître. Mathilde et Martin, les hôtes du lieu, m'ont fort aimablement mis en contact avec Thierry Grasset. Et nous n'avions pas terminé notre bière que nous étions convaincus l'un et l'autre de l'intérêt d'enregistrer le podcast. Bonjour. Bonjour Thierry. Donc, si tu veux bien pour commencer, pour nous échauffer, on va faire un petit portrait chinois. Tu sais ce que c'est un portrait chinois ? Pas réellement, mais peu importe d'où ils viennent. Tu vas voir. Un portrait chinois, c'est, je te pose la question de si tu étais, et tu me dis ce qui te vient à l'esprit. Si je dis par exemple, D'accord. si tu étais un élément, tu serais quoi ? Un grain de poussière. Si tu étais un animal. Un éléphant. Si tu étais un métier. Je serais artisan. Si tu étais un film. Ah, je serais pas à bout de souffle. C'était la première idée, mais c'est pas bien. Ah, moi, ça me va très bien. D'accord. Si tu étais un instrument de musique. Alors, un instrument de musique, celui qui a le plus de cordes, ça serait le piano. Si tu étais un sport. L'aviron, parce que j'en ai fait. Et si tu étais, pour finir, un dessert. Alors, au chocolat, plutôt un gâteau. Plutôt un gâteau. Bon, d'accord. Alors là, déjà, on a une petite idée de toi, mais c'est pas suffisant. Alors, on va essayer d'aller plus loin et si tu veux bien te présenter. Qu'est-ce que tu dis quand on te demande « Et vous, monsieur, vous êtes qui ?» Alors, moi, je suis Thierry, déjà, par mon prénom, déjà. Ensuite, moi, je suis un faiseur, je pense, si je devais me présenter comme ça. Parce que j'aime faire. Voilà, ça, c'est en résumé. J'aime faire et j'ai à cœur de faire. Voilà, ça serait pour une présentation vraiment résumée. Ah oui, ça serait une présentation un peu résumée. Tu veux dire qu'elle est courte, mais elle est très large. Tu es un faiseur, ça veut dire que tu fais des choses, mais tu ne nous dis pas ce que tu fais. Alors, ce que je fais, en tout cas ce que j'essaye de faire, alors ça c'est une grande question, c'est un petit peu la continuité de ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire, c'est pour ça que je disais que j'étais un faiseur, c'est-à-dire c'est de la fabrication. Alors ce que j'ai à proposer là, c'est la fabrication d'objets, mais pas que, c'est aussi la fabrication, alors le mot est encore très large aussi, d'univers. Sachant que je suis issu quand même de la construction de décors pour le théâtre, et donc j'ai quand même défendu avec mes mains des scénographies d'assez grosse envergure, où les limites en fait n'étaient que celles de l'imaginaire, et ce qui m'a amené à faire beaucoup d'objets divers et variés, jamais deux fois le même, et c'est ce que je cherche à faire encore maintenant, et c'est ce que j'ai à proposer, donc au service d'un particulier, au service
d'un projet qui soit privé, de l'ordre de la restauration, de l'hôtellerie. Ça peut concerner vraiment tout un chacun, en fait, à partir du moment où ça touche, je l'espère et j'imagine moi-même, à l'imaginaire. Bon, alors, ce que je retiens de cette présentation rapide mais très très large, c'est que tu es quelqu'un qui essaie de concrétiser des choses qui sont dans le domaine des idées. C'est-à-dire que j'ai un projet, j'ai une envie, j'ai une idée, j'ai un rêve, et toi tu dis, bon, ça c'est possible de le réaliser avec de la vraie matière, de le concrétiser, de le faire exister. C'est Tu es, ça. tu es quasiment le bon Dieu si tu fais exister des idées. Oui, ça peut me valoir des reproches, ça, vouloir être le bon Dieu, on me l'a déjà dit d'ailleurs. Bon. Mais moi, j'appellerais ça une ambition personnelle parce que c'est vraiment ce que je sais faire et ce que j'ai envie de faire. Il y a d'autres domaines dans lesquels je suis vraiment pas bon, alors que dans celui-là, j'ai des cartes à jouer que je continue à mettre sur la table depuis longtemps. Donc c'est aussi un exercice de 30 ans. Donc euh, il y a aussi une habitude à ça. Bon, Même si c'est-à-dire, et maintenant, on est quand même sur l'idée de la transition. ouais. Malgré cette habitude, je suis quand même en transition, de par mon parcours professionnel qui évolue actuellement, ou que je cherche à faire évoluer. D'accord. Alors, raconte-nous un peu d'où tu viens et comment tu en es arrivé là. Alors, on va remonter assez loin. Donc, bon, là, pour l'idée, j'ai 50 ans. À peu près. Et il y a longtemps, donc pour les études, au lycée, j'ai travaillé sur un bac technologique. Donc quelque Mhm. chose avec une certaine logique, une certaine rigueur et de précision. J'ai bifurqué sur une année sabbatique parce que j'ai appris que ça existait. Je me dis, tiens, pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'était vraiment le signe déjà que je ne savais pas trop vers quoi me diriger. Et Quand tu étais en terminale, ça après la c'était. terminale, après le bac, après Ouais. avoir eu le bac parce que c'était le minimum à avoir par conscience pour moi, pour mes parents, enfin voilà. Et puis j'ai redécouvert, en tout cas j'ai participé à un atelier de dessin, de sculpture, euh, voilà, dans ma localité où j'étais. Et ce qui m'a permis ensuite, par le biais de cet artiste qui menait l'atelier, Dominique Bru, si je peux la citer, du côté du Lot-et-Garonne à Agen, qui m'a convié à tenter le concours des Beaux-Arts. Chose que je n'aurais jamais pensé tout seul. Ce que j'ai fait, j'ai été accepté, j'ai participé aux Beaux-Arts. J'ai dit participer parce que je ne suis pas resté 5 ans, comme il est dû pour avoir le diplôme. Mais voilà, donc voilà, Mais les Beaux-Arts d'où? Beaux-Arts de Bordeaux. Ah, t'as fait les Beaux-Arts de Ouais, Bordeaux? les Beaux-Arts de Bordeaux, ouais. Et après, ben, il a bien fallu travailler et faire son service militaire qui était encore d'actualité. Et pour ce faire, moi qui refusais de porter les armes, je n'étais pas trop intéressé pour faire ce service militaire qui allait me prendre du temps. Il a fallu que je trouve un milieu associatif en fait qui m'accueille pour faire ce qu'on appelle maintenant un service civique. Et donc dans le milieu associatif, il a fallu éplucher. Et puis en fait, j'ai eu l'idée comme ça parce que aux Beaux-Arts, j'avais rencontré aussi une compagnie de théâtre parisienne qui m'avait embauché pour certaines fonctions, qui m'avait voilà, c'est un milieu qui m'avait assez plu en fait, et donc je me suis dit pourquoi pas faire ce service civique dans le théâtre. J'ai dû envoyer une soixantaine de lettres, j'ai eu une réponse. Une seule, je dis bon bah c'est la bonne, puisqu'il n'y en a qu'une, de toute manière il n'y a pas le choix, avec une invitation à la clé à la cartoucherie de Vincennes pour assister à un spectacle donc d'une compagnie de théâtre. Je vais citer aussi le théâtre de la Mezzanine qui était situé en Seine-et-Marne, en région parisienne. Et à la cartoucherie de Vincennes, j'ai vu un spectacle sans parole où l'image finalement avait une importance considérable. L'image, le son, donc le décor sonore, le décor visuel, les effets et la narration aussi. Enfin voilà. Et j'étais assez subjugué par ce spectacle. C'était pas un spectacle d'Ariane Mouchkine. Non, pas du tout. C'était juste à côté. C'était pas du tout la même empreinte, mais on avait quelque chose de l'ordre du théâtre bien, bien implanté quand même, hein. Donc c'est le théâtre de la Mezzanine, qui existe maintenant ou qui a existé pendant 35 ans. Euh,
bon, je ne parlerai pas de leur influence, parce que ça, c'est pas, voilà, c'est assez compliqué, puis c'est pas à moi d'en parler, mais enfin, où j'ai découvert un univers, en fait, très ludique, très sérieux aussi, très sombre aussi, et aussi très technique, très pointu. Et dedans, tout était rassemblé en fait par ma formation logique, technologique, par ma formation esthétique aussi, esthétisante et tout. Enfin, j'ai trouvé tout ce que j'avais à faire. J'ai rencontré des membres de la compagnie à la suite de ce spectacle-là, avec la question sine qua non pour participer, pour faire mon service civique chez eux, c'était de savoir si je savais balayer. Eh ben, j'ai répondu oui, et on m'a dit ok, on essaie. Voilà, je résume, hein, parce que c'est jamais aussi simple, mais quoique quand même, là c'était assez simple. Et après, bah, moi de faire mes preuves, enfin c'est comme ça que ça Et marche. tu y es resté combien de temps? J'y suis resté 25 ans. Avec des petits breaks, Enfin, parce qu'il se passe des choses humaines tu hein, as dans fait une compagnie. le service civique Ah oui, et après tu es j'ai été resté. professionnalisé, on va dire en tant qu'intermittent du spectacle, si on peut dire professionnalisé. Oui, c'est ça. Et je les ai suivis sur toute leur création, toute leur tournée, et tout ce que ça comporte. Donc mon expérience, elle est vraiment là-dedans, quoi. Ah oui, mais ça n'a pas été une petite aventure. Non, c'est une très grande Et pourquoi aventure. t'as pas continué le... Tu dis, je suis passé aux Beaux-Arts, j'y ai fait quelques années, mais j'ai pas fait tout le cursus. Pourquoi tu n'as pas fait tout le cursus? Je crois que j'avais déjà un petit peu de retard par rapport à mon âge, et je crois que j'avais envie d'aborder une vie plus professionnelle, plus active. Alors les beaux-arts, on dit les beaux-arts, mais c'est l'école des beaux-arts, donc quelque chose d'assez scolaire, très scolaire, où la première année, finalement, je me suis vu, pour un atelier, bien sûr pas tous, à, à chercher ma couleur et à la fabriquer. J'ai dit, ok, c'est super, mais j'étais pas contenté. Je dis, bon, ça va. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis un petit peu écarté des Beaux-Arts et que j'ai commencé à travailler avec une compagnie qui m'avait embauché juste derrière les Beaux-Arts, au conservatoire, au CDN, Centre d'Art Dramatique National, là, à Bordeaux. Et, euh, et là, il y avait quelque chose d'actif, il y avait quelque chose de rémunéré aussi. Et à choisir, bah, je crois que je me suis détourné même naturellement en fait des Beaux-Arts. Même si j'ai rencontré de très belles personnes, de chouettes profs, on a refait le monde, hein, c'était très bien. C'était l'âge, hein, un peu avant 19 ans, 20 ans. Et non, mais c'était naturel, je pense qu'il T'avais fallait. hâte de rentrer dans le, si j'ose dire, dans le vif du sujet, dans la vie Oui, parce que réelle. c'était tout nouveau et tout frais. Parce qu'avant d'aller aux Beaux-Arts, finalement, au lycée, bon, on est cadré. Aux Beaux-Arts, on était beaucoup moins cadré. Et de suite, en refaisant le monde avec des amis, alors c'est un groupe d'amis qui n'arrêtait pas de bouger, de s'augmenter, de se diminuer, de s'éparpiller. On refaisait beaucoup le monde. Et quand on refait le monde, on a quand même envie de le goûter. C'est pas le tout d'en parler. Et on allait voir des expos, on allait voir du cinéma d'arrêt et d'essai, et rencontrer diverses personnes très intéressantes, des gens très, très intelligents, ou des gens très actifs aussi, que ce soit en vidéo ou en peinture, bon, bah, il y avait aussi des avocats, il y avait aussi enfin, tout un tas de corps de métier. En tout cas, tous les gens qu'on a rencontrés là-bas, je dis on parce qu'on était un groupe d'amis en colocation, c'était des gens qui avaient une curiosité. Et j'étais vraiment dans cet éveil-là, de la curiosité. Alors au Beaux-Arts, bien sûr, il y en avait. Il y a l'histoire, voilà, de l'art, c'est une curiosité, mais passé. Moi, j'avais envie d'aborder la curiosité à venir. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? C'était il y a 30 ans. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et c'était le besoin de concrétiser certaines choses, en tout cas des idées, des fois sûrement utopiques. On a tout remis, on a tout remixé, on a tout retourné. Voilà d'où je viens, en gros. Hein, Donc c'est ça que tu as dans la main. Et maintenant, il y a qu'est-ce que j'ai dans la main. C'est ce que c'est ce que disait Michel Serres quand on dit maintenant, on dit et maintenant. Qu'est-ce que j'ai dans dans les la main? mains. Alors donc dans les mains, toi, en plus de ça, tu as des... On dit quelquefois qu'on a de l'or dans les doigts quand on sait faire des tas de choses, quand on sait bricoler, quand on sait fabriquer, quand on sait sculpter, quand on sait... Bon, pour toi, ça a vraiment du sens. Le maintenant, ça a vraiment du sens. Carrément. Donc, maintenant, tu te retrouves presque à 50 ans et tu te dis, de quoi j'ai envie? Et ben, j'ai envie, en fait, de poursuivre.
poursuivre ça, peut-être dans un univers un peu différent, où finalement j'ai fait ça quasiment en exclusivité pour cette compagnie théâtre pendant 25 ans, on va dire. Et j'ai eu le besoin, après la cessation de cette activité-là, le metteur en scène ou la compagnie, a cessé de fonctionner, en tout cas sous cette forme-là. Et puis c'était en région parisienne et je suis maintenant à La Rochelle, donc voilà. Mais je voulais changer de forme quand même. Bien sûr, j'ai eu des contacts ici avec des compagnies de théâtre, mais j'ai jamais trouvé cette envergure-là. Et alors, je vais dire ce grand mot, j'ai perdu un père dans ce travail-là, ce père étant donc le scénographe, metteur en scène de la compagnie en Seine-et-Marne. Je l'ai perdu et je n'ai pas retrouvé d'autre père. Alors, des fois, c'est peut-être pas très important, on n'en a pas forcément besoin, mais... Ça, c'est important que tu dises ça parce que dans ma réflexion autour du maintenant, je pense toujours aux gens qui nous ont tendu la main. Or là, tu parles de quelqu'un de qui tu as tenu la main. Ouais. Tu t'es appuyé sur lui, et si tu devais transmettre à ton fils, par exemple, l'enseignement, ce que tu as retenu, ce qui te paraît le plus important de ton maître, tu dirais que c'est quoi? Le premier mot qui me vient, c'est l'opportunité. Euh, Dans le sens où une main qui se tend, en général, il faut la prendre. On ne sait pas où ça va mener encore. Cette personne-là, je ne la connaissais pas encore vraiment. Alors, je l'avais rencontré par le biais de son spectacle, où on apprend quand même pas mal de choses. Mais humainement, je ne le connaissais pas. Lui et puis l'équipe aussi qu'il y avait derrière, parce qu'il y avait quand même du monde. Mais je pense qu'une main, ça ne se refuse pas, même si on n'est pas à genoux au sol. Je veux dire. Et donc, si je voulais inculquer quelque chose à mon enfant, ça serait ça. Mais c'est un style de vie particulier parce que à prendre des mains comme elles sont tendues, à considérer qu'il n'y en a pas trop pour pas que ce soit trop compliqué, il faut pas que ce soit les autres qui mènent la danse aussi. On a quand même notre propre opinion et il faut faire attention de quand même de savoir là où on va. Bon. Mais ça serait de prendre les mains qui se tendent. C'est-à-dire de faire confiance? Une confiance, il faut du feeling quand même, il faut le sentir, D'accord. hein, et il faut qu'il y ait de belles personnes humaines aussi en face. C'est pas tendre la main à n'importe qui Bien sûr. pour n'importe quel projet, et puis il faut évacuer les notions de danger. J'imagine que mes enfants, c'est la première éducation qu'on donne à nos enfants, c'est se protéger eux-mêmes, d'apprendre à se protéger d'éventuels dangers, c'est-à-dire savoir dire non aussi des fois si c'est dangereux. Bien sûr. Est-ce que tu as repéré, en fait, ce qui te manquait dans l'expérience précédente, quand tu étais dans la troupe, quand tu étais intermittent? Qu'est-ce qui te manquait et qu'est-ce que tu voudrais conquérir, avoir maintenant? Ce qui m'a manqué, alors c'est terrible à dire, hein, c'est certainement la reconnaissance, mais pas du père, hein, parce qu'elle y était, je pense, parce que cette confiance, elle était vraiment établie, mais qu'est-ce que j'ai dit juste avant, la reconnaissance, entre guillemets, du public, des autres. D'accord. Faire quelque chose pour une personne, c'est très important, mais le faire pour un public, je vais appeler ça un public, hein, mais c'était encore plus important pour moi. Et ce qui n'arrivait pas en fait, parce qu'un décor en théâtre, comme on le fabrique, on le met en scène, enfin on le met sur scène, on le monte, on le démonte, on le charge, on le décharge, on le transporte, on le véhicule. Alors certes, on a son nom sur l'affiche ou quelque part dans les tabloïds, mais finalement la reconnaissance, qui s'intéresse à savoir qui a fait le décor, et qui s'intéresse à... qui se dit, mais moi aussi j'aimerais bien avoir un décor comme ça chez moi. Et je crois que c'est là où j'en suis. Je me dis que voilà, ce que j'ai appris dans cette compagnie, avec cette équipe-là, c'est que, bon, j'ai aiguisé mes mains, on va dire. Maintenant, je sais faire un certain nombre de choses et je profite du fait que cette activité soit terminée pour finalement la prolonger et la mettre au service, au final, d'une plus grande partie. Même si dans le théâtre, dans les tournées, on touchait quand même pas mal de monde. On avait des salles de 400 à 700, 800 personnes. On peut dire que c'est beaucoup de monde. C'est pas énorme, en fait. Et moi, j'aimerais toucher peut-être
pas plus, parce que c'est pas cette ambition-là que j'ai, mais en tout cas différemment. Et j'aimerais bien que les gens, plutôt que d'aller consommer au théâtre, alors c'est bien, j'ai rien contre le théâtre, hein, qu'ils y aillent encore, que ce public aille au théâtre, mais que on peut aussi imaginer avoir ça à la maison. Alors pas un décor aussi grand, hein, pas une mise en scène aussi complexe, pas autant de comédiens, mais un petit bout de mur, un siège. Voilà, c'est ça que je peux proposer. En tout cas, un environnement, c'est-à-dire chérir un petit peu son chez-soi, ou sa petite pièce, ou juste autour de son fauteuil, comme je le disais, parce qu'on a tous un certain besoin dans ce sens-là, je pense. Alors peut-être moi plus que les autres, je sais pas, hein, mais je pense que c'est ce que j'ai envie de faire. Tu as besoin d'être reconnu. Et nous avons tous besoin d'être reconnus. Et en faisant ce podcast, moi, je souhaite contribuer à ce que les gens soient reconnus. Donc, très bien. Et l'originalité de ta démarche, c'est de dire, quand vous allez au théâtre, vous aspirez à rentrer dans l'imaginaire, mais moi, je peux apporter l'imaginaire dans votre vie quotidienne. Je peux apporter d'une dimension un peu extraordinaire dans votre quotidien. Et c'est la proposition que je vous fais. Bon. Est-ce que je peux amener quand même une petite rectification? Parce que finalement, je trouve que c'est pas très juste ce que j'ai dit. Parce que dans mon parcours, par exemple, et vous l'avez dit juste avant, si je cherche une reconnaissance, c'est pas une reconnaissance de ma personne. Que moi, être invisible, ça m'a toujours intéressé d'ailleurs dans mon métier. En théâtre, j'ai toujours été manipulateur habillé en noir, en backstage, pour passer des objets, pour aider les comédiens à se préparer, pour les monter en haut de l'échelle. Et j'ai toujours aimé ça. Et sur les plans, je suis incapable de dire un mot, voire même de bouger un sourcil. Donc l'invisibilité, contrairement à ce que je disais peut-être tout à l'heure, ou alors je me suis mal exprimé, l'invisibilité me va très bien. Par contre, la reconnaissance de mon travail, c'est-à-dire que j'ai un savoir-faire acquis donc auprès de cette compagnie, à faire différents décors, différents objets, accessoires, ainsi de suite, tous les plus farfelus, enfin voilà. C'est cette reconnaissance de ce savoir-faire-là que je veux mettre ici en pratique, comme je le faisais avant, mais peut-être dans un cadre un peu différent. Bon, je ne sais pas si la rectification est claire. Oui. C'est pas une reconnaissance de ton ego, c'est une reconnaissance de ton travail que tu veux. Et que l'on identifie ton travail, mais aussi qu'on identifie celui qui l'a fait. Maintenant, tu souhaiterais changer le décor du quotidien. Et c'est rigolo parce qu'en fait, si on écoute les publicités des fabricants de meubles, des vendeurs de meubles, ils jouent beaucoup sur cette idée du décor du quotidien, de changer de décor, de changer votre cuisine, etc. Et que c'est très à la mode à l'heure actuelle, cette idée de... Surtout avec, à la suite du Covid, à la suite des périodes où les gens étaient un peu contraints à rester chez eux, il y a eu une grande envie de changer son décor. Et ta proposition, en fait, elle arrive à point nommé. Oui, alors c'est pas du tout le même processus, parce que moi, j'incite pas au changement périodique, comme peut le faire un cuisiniste. Si les personnes peuvent changer de cuisine tous les 3 ans, c'est tant mieux pour ces cuisinistes-là, par exemple. Ouais. Moi, je peux proposer du changement, passer de avant à après, mais sur des choses par contre très pérennes. Moi, ce que je fais, c'est très costaud, même en général. Je crois que ça peut durer plus d'un siècle, suivant les matériaux que j'utilise. Donc, moi, je propose du changement, mais alors pas définitif, parce que bien sûr, les êtres humains évoluent aussi, changent, donc on peut avoir envie de changer. Alors contrairement à un cuisiniste, moi je suis pas dans le dur, c'est-à-dire que moi ça serait, et c'est le compromis que j'ai trouvé pour l'instant, de proposer du mobilier, mais c'est un peu restrictif puisqu'en fait moi je préférais parler d'univers, en tout cas de tout ce qu'on peut avoir sous les yeux. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, du fauteuil, ça peut être du lampadaire, ça peut être du meuble, mais après on peut aussi attaquer des structures de murs, des peintures, des tapisseries, ou voire même tout ce qu'on veut. Enfin, voilà. D'accord. Changer de décor, mais alors là, ce qui m'étonne, ce qui me surprend, c'est que tu me reprennes sur cette idée d'éphémère. Pour moi, le décor, c'est vraiment quelque chose d'éphémère. Alors, tu dis, moi, je fais quelque chose qui est sur du dur, qui reste.
Et c'est-à-dire le contraire du décor de théâtre. C'est quelque chose que tu voudrais pérenne. La personne change vraiment d'univers. Bon, si tu devais définir alors ton client tel que tu l'imagines, c'est quelqu'un qui a les moyens de rétribuer, d'acheter ton travail, mais c'est quelqu'un qui va être motivé par quoi? Alors, c'est ce mot que je vais reprendre, je pense, par son imaginaire, ou en tout cas pour avoir l'occasion, j'allais dire liberté, mais non, l'occasion de concrétiser son imaginaire dans son chez-soi ou dans son jardin. Voilà, donc on parle d'un propriétaire, donc quelqu'un qui habite quelque part et qui a envie comment on dit ça, de s'approprier, de personnaliser, de s'approprier réellement son espace. Et c'est ce que j'ai fait moi, je crois, il y a longtemps aussi, en achetant un lieu et en le restructurant complètement. Jamais je n'aurais acheté une maison toute faite. J'ai acheté une ancienne grange avec ma conjointe de l'époque, dans laquelle on a tout cassé pour tout refaire et refaire à notre mesure. S'il fallait une grande pièce là, on faisait ça. S'il en fallait une petite, voilà. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire là-dedans? Donc c'était donner libre cours à notre imaginaire. Et là, on va faire ceci et cela. Et je pense que c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'ai envie de permettre ça aux personnes. C'est peut-être de vivre ce même plaisir que j'ai eu moi. Et je ne pense pas que je sois le seul. À déposer ce qu'on peut avoir dans la tête, qui nous fait du bien, et le déposer concrètement sur ses murs ou dans son environnement, dans son entourage. Donc pour qu'un client te connaisse, t'identifie, il va chercher à quelle page? Tu es quoi? Tu es architecte d'intérieur, tu es décorateur, tu es quoi? Ça s'appelle comment? Par défaut, on va dire, ma fonction c'était constructeur de décor dans ma fonction ancienne. Après, oui, je suis plasticien, esthète. Bon. Mais c'est vague parce que plasticien, on pourrait se dire, bon ben voilà, c'est de la peinture ou c'est une idée de la beauté, une idée de l'art, pas forcément. Esthète et plasticien dans le sens où oui, je peux modéliser des objets avec des matériaux. Voilà, quelque chose de quand même concret au final. Est-ce que tu as rencontré des architectes d'intérieur ici à La Rochelle? Alors j'ai essayé. Je ne les ai pas tous rencontrés, donc je peux pas dire qu'ils sont tous pareils, mais il y a quand même des tendances assez fortes en ce moment. Moi, je suis complètement à rebours de ces tendances-là, où on tend vers, je sais pas depuis quand d'ailleurs, j'ai pas une science comme ça de cette idée-là, mais où on tend vers des choses très épurées, très blanches, et puis il y a l'idée d'Île de Ré à côté aussi, où on a des choses très lumineuses, des choses très épurées, et c'est vrai que je suis pas forcément là-dedans. Alors je me tire une balle dans le pied parce que peut-être qu'on me dira, bah oui, mais si tu fais des choses sombres et pas épurées, est-ce que voilà. Bon, après il faut aller voir un peu ce que je peux faire, ce que je fais et ce que vous pouvez avoir dans la tête, autre que ces lignes épurées justement qui sont tendances, ok, mais qu'on peut trouver ailleurs que chez moi facilement. Donc peut-être que je m'adresse à d'autres personnes au final. Que ces architectes d'intérieur. Mais encore une fois, les architectes d'intérieur répondent à la demande de leurs clients en général. Ils proposent des lignes en effet. Peut-être que c'est à moi d'inverser, pas d'inverser complètement la tendance, mais en tout cas de proposer autre chose pour éventuellement quelques clients qui seraient intéressés. Bon, tu fais des propositions originales et tu espères qu'elles pourront répondre aux envies de tel ou tel client. Il y a un avantage aussi qui est certain, c'est aussi le travail sur le terrain, et donc de proposer quelque chose de sur mesure, c'est-à-dire adapté à la fois en termes de dimension, mais aussi en termes peut-être de légitimité, ou de couleur, ou voilà, comme on pourrait le penser pour une sculpture en fait. Il y a tout un travail à faire quand on fait de la sculpture par exemple, on considère quand même le lieu qui va avec, autour. Et la lumière aussi. Ça, je pense qu'il y a un enjeu aussi sur la lumière, comme il y avait d'ailleurs dans le théâtre. Un décor qui est mal éclairé, il peut être très, très, très vilain, quoi. Donc oui, cette notion de sur-mesure, je pense qu'elle est importante. Et vraiment, mais je pense que ça se fait aussi
en communiquant avec la personne, en fait, pour bien cibler la demande. Je pense que c'est important. Donc, tu es un artiste qui réalise des choses, qui propose des choses à des clients et qui co-construit avec eux certains projets, qu'il réalise avec eux certains projets. Bon, si les gens veulent te contacter, ils s'y prennent comment ? Alors pour l'instant c'est en devenir, parce que j'ai quand même un gros travail à faire en communication, c'est-à-dire que pour l'instant je n'ai pas de site internet. Là je communique simplement par Instagram, ce que je trouve pas encore suffisant. C'est un médium que je connaissais pas vraiment. Donc j'avoue que j'ai un petit peu de mal pour l'instant justement à trouver cette vitrine. Comment je fais pour montrer ce que je pourrais amener sans montrer d'objet tout fait, parce que justement ça serait restreindre un petit peu le projet. Suppose que je sois ton client. Quelle solution apportes-tu à mon besoin ? Très bonne question. La solution, ça serait déjà le partage et le dialogue. Voilà. En tout cas, pour arriver à certainement des compromis, ou en tout cas arriver aussi à d'autres idées insoupçonnées. Mais en tout cas, arriver à une compréhension du vouloir du client. Voilà. Donc, la première étape me semble être celle de te faire connaître toi en tant que personne et que les gens aient le feeling avec toi et envie de te rencontrer, que tu saches les faire parler, les écouter et à partir de là leur faire tes propositions. Mais dans un premier temps, ce qui est important, c'est qu'ils te connaissent, ils sachent que tu existes, ils aient envie de te rencontrer et envie de te parler. C'est des individus. Oui, complètement. Et moi aussi, je suis une personne humaine et j'ai besoin aussi, et c'est là ma difficulté, de me faire valoir dans ce que je peux proposer. Et c'est pas évident. Donc en effet, oui, j'ai pas forcément des objets à vendre directement, mais une personne, je suis pas à vendre, mais Oui. Mais comment, je sais pas comment le formuler, mais en tout cas. Tu es une personne ressource. Voilà, je peux être une ressource si l'envie est forte quant à quand même la décoration ou la construction d'un univers esthétisant. Enfin, il y a de multiples situations de la vie personnelle ou professionnelle dans lesquelles les gens peuvent avoir besoin de quelqu'un qui arrive et qui dit « Moi, je peux te donner des idées, je peux non seulement te donner des idées, mais je peux les réaliser. Je peux réaliser ton rêve, je peux l'écouter, le mettre en forme et le mettre en œuvre. » C'est pas rien, ça. Non, c'est très bien résumé, en fait, oui. Oui, c'est complètement ça. C'est là où j'aimerais trouver du répondant, enfin, ou de l'écoute, enfin, ouais, écoute, répondant, tout ça, c'est lié. Ben oui, mais il faut partir des gens qui ont des besoins. Il faut être une solution. En conclusion, est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux ? Comme je disais, c'était juste Instagram. Oui. C'est tout. Ben c'est déjà pas Voilà, mal. j'ai un portfolio, je ne sais pas comment le mettre en ligne, donc il faut un hébergeur, donc en fait ça veut dire un site. Donc j'y réfléchis quand même sérieusement. Pour reparler vaguement de vitrine, je sais que c'est pas tellement le souci, mais quand même, je pense que les gens sont attachés à voir un peu les choses. Ils sont habitués à ça, surtout sur Internet, quand on fait une recherche, on a besoin de voir, ah oui, il parle de ça, ok, mais c'est quoi la forme, c'est quoi son travail, qu'est-ce qu'il a pu faire. Voilà, donc je pense quand même sérieusement à mettre des photos. Alors de quoi, je ne sais pas encore. J'ai diverses choses que j'ai déjà faites, mais c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément en corrélation avec ce que j'ai à proposer, puisque chaque objet va être unique, et du coup, les objets que je peux faire pour la personne ne sont pas encore faits.
forcément. Donc c'est difficile de les montrer. Bien sûr, a tu vas priori. pas mais c'est pas la même démarche. Mm. Ce qui fait que tu es singulier, c'est que tu te mets au service de quelqu'un et en même temps, tu lui proposes ton imaginaire à toi. Lui fais sortir de la tête, tu traduis en mots ses envies, son imaginaire, et tu vas lui proposer le tien pour enrichir son imaginaire et faire qu'il se concrétise. C'est un arrimage qui est délicat. Parce que très souvent, les gens disent « Ouais, mais ça, c'est mon idée. Moi, je le veux ce mur de telle couleur et puis je ne démordrai pas. » Et toi, si tu le sens pas, qu'est-ce que tu fais ? Ah, c'est difficile, il faut que j'arrive à convaincre, à force d'arguments, je sais pas comment exactement, mais il y a toujours des enjeux, et c'est pour ça que je parlais de compromis tout à l'heure. Moi, je peux en faire aussi des compromis. Par exemple, si vraiment il y a des contraintes fortes, comme par exemple la couleur d'un mur, ben, je m'adapterai aussi. Ben, peut-être que ça bougera tout le reste autour, au final. Mais c'est intéressant aussi, parce que ça sera pas ma propriété, de toute manière, ce sera la propriété de celui qui l'a imaginé. De toute manière, je vais quand même mettre un petit peu de ma personne. Il y aura forcément des petites variations. Peut-être que je tricherai un peu, je mettrai sa couleur, mais j'en mettrai une autre. Voilà, on peut jouer là-dessus. Oui. Dans notre entretien, je crois avoir à peu près compris ce que tu veux faire, mais où je pense que nos auditeurs peuvent être un peu frustrés parce que tu n'as pas donné de référence, d'image commune, si tu veux, de choses concrètes que l'on puisse imaginer pour comprendre quel est un peu l'univers de Thierry Grasset. Ça ressemble à quoi l'univers de Thierry Grasset ? Alors, dans les images communes, peut-être que l'image la plus forte, et c'est assez intéressant d'ailleurs comme support, c'est un film de Genet et Caro, La Cité des Enfants Perdus par exemple. On a quelque chose de très coloré, quelque chose de très fantasmé, de quelque chose de très presque BD aussi, où tout est retravaillé finalement. On est dans quelque chose de concrètement réel, on reconnaît des murs, des fenêtres, on reconnaît l'océan, mais tout est bouleversé parce que tout est, je dirais le mot entre parenthèses ou entre guillemets, théâtralisé au final. On en reviendra, peut-être que j'en reviendrai toujours à ça. Hein. C'est très théâtralisé. Les costumes aussi d'ailleurs, hein, le maquillage aussi. Voilà, donc je pense que l'image commune, pour défendre ce que moi je pourrais aimer, ça serait ça. Et c'est vrai que je suis aussi dans un univers, alors par déformation, parce que ça c'est peut-être pas de moi à l'origine, hein, les spectacles pour lesquels j'ai travaillé étaient très empreints des années 60 et qui finalement sortaient plus de la tête de ce mentor, donc du théâtre de la mezzanine, mais que j'ai adopté quand même si c'était pas à mon époque, hein, les années 60. Qui s'appelait comment, monsieur ? Denis Chabrolet. Voilà, Denis Chabrolet, le théâtre de la mezzanine. Voilà, on peut trouver des références sur internet, je pense, en vidéo, en photo. Voilà. Dans les images communes, sinon, je cherche. Oui, après, dans des images encore plus lointaines et peut-être un peu fantasmées de ma part, parce que j'ai pas tout lu non plus, ça serait Jules Verne. Dans ce côté un petit peu. Un aventurier, on est beaucoup dans la description aussi, et avec des éléments quand même que j'affectionne, qui sont le métal quand même pas mal de cette période-là. On est aussi dans des aspects assez ludiques. Moi, je pense forcément aux sous-marins. Enfin, mais voilà, alors Jules Verne, c'est aussi les illustrations apportées de l'extérieur, je pense, hein, qui ont vraiment participé aussi à cet univers-là. Alors c'est pas que l'univers marin, hein. Quand je dis Jules Verne, c'est pas ça du tout, mais ça pourrait être la Tour Eiffel aussi, dans ses constructions métalliques, en tout cas anciennes, de l'âge des ouvriers, on va dire, des manutentionnaires. Tu m'as montré quelques-unes de tes réalisations. Que j'avais présenté pour le salon de la déco de 2022, donc ça c'était une production personnelle,
pour avoir matière à parler avec les gens qui passaient. Euh, Comment tu pourrais les caractériser pour ceux qui ne les ont pas vus? Alors, pour ceux qui ne les ont pas vus, ce sont des constructions très métalliques. Alors là, pour le coup, pour cette production-là, c'était euh, dans le domaine du mobilier, quand même quelque chose de fonctionnel, avec le petit plus de la forme un peu différente. Les matériaux utilisés sont donc le métal sur lequel j'applique des patines à l'acide, quelque chose peut-être et sûrement même pour reproduire le temps qui passe dessus. C'est-à-dire que, alors contrairement à la tendance souvent actuelle là de chiner des vieux objets pour les rénover, moi je travaille à partir de matériaux bruts, c'est-à-dire qui sortent pour par exemple le métal, j'achète des barres de 6 mètres chez un grossiste que je découpe, que je mets à façon et que je patine en vue d'en faire des objets anciens. C'est le processus complètement inverse. Je crée j'allais dire du vieux, non, c'est pas du vieux, je crée de l'image ancienne avec des matériaux récents, voilà. Donc le processus est pas le même. Après, je m'attache aussi à inclure dedans du bois, quand même pas mal. Alors on parle de table, on parle de bibliothèque, là on parle ou de luminaire, donc c'est des choses quand même qui demandent un peu de chaleur. Donc tout métal, des fois, c'est peut-être un peu trop, donc j'inclus aussi du bois. Euh, alors pour décrire, alors c'est moi, quelqu'un un jour m'a fait un retour sur les formes que je pouvais mettre en avant et il m'a dit que j'étais pas un géomètre, mais quelqu'un qui est vraiment attaché à la géométrie. Quelque chose de... Et j'en reviens à ce que je disais au tout début de l'interview, c'est ma formation en technologie ou du dessin technique. On est dans quelque chose de très normé. Un angle droit, c'est un angle droit, une courbe, voilà. Et j'ai cet œil-là, et j'ai fait très attention aussi à avoir des proportions très justes, malgré qu'elles soient techniques quand même, j'insiste là-dessus, très géométriques. Il y a toujours cette patte en plus de vibration, de défaut. C'est pour ça que j'aime bien les patines du temps. Le bois, il va être attaqué, et s'il faut, c'est moi qui l'attaque gracieusement, que ce soit à brûler le bois, à le piquer, à l'abîmer à la hache, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Voilà, ce côté très géométrique et tout. Voilà. Et c'est une chose que j'avais pas perçue de moi encore. Ça, c'est ton côté artisan et il y a le côté artiste. Il y a une confrontation, ouais, les deux. Il y a un rapport entre les deux, oui. Oui, oui. Si tu étais une forme géométrique, tu sais quoi? Ah ben je serais le dessin de Vinci, c'est-à-dire l'être humain dans le rond et dans le carré. Oui, on a tous cette image-là. Oui, oui. Ça serait ça. On a tout dedans. On a la vie, on a la géométrie, on a la technique et donc on est dans les proportions là. Mais il y a plus que ça en fait. Il y a le contenant, le contenu, l'extérieur. Enfin bon, bref, on peut y voir plein de choses. Donc je pense que ce dessin, il m'irait bien. Ça, c'est pas moi le bonhomme au milieu, hein, mais le dessin me plaît. Qu'est-ce que tu recherches à l'heure actuelle? De quoi tu as le plus immédiatement besoin? Oui, trouver des personnes qui ont besoin de changer de décor et qui ont peut-être besoin d'être accompagnées là-dedans, d'être écoutées déjà, Voilà. et de savoir ce qui peut se faire ou pas, parce que j'ai assez d'expérience pour peut-être déjà faire le tri avant même Voilà. d'entamer quelconques travaux. Je suis à même de dire oui, ça on peut le faire, ça c'est beaucoup plus difficile, ou ça c'est beaucoup plus cher, tout simplement. Donc il y a une étude qui peut se faire complète, alors une étude déjà verbale, en tout cas on peut échanger, et oui, je suis certain d'être compétent dans ce domaine-là, que ce soit pour une simple étagère ou pour un ensemble. Il faut pour que tu la trouves, il faut que tu la connaisses. Elle a cette clientèle-là, elle a quelles caractéristiques? Alors sa propre caractéristique, ça serait la permission. Il faut que cette clientèle se permette d'entrevoir une autre vision peut-être de ce qui l'entoure.
Se donner la permission de voir autrement le monde qui nous entoure, voilà une belle idée, voilà une belle proposition, une belle invitation, et je te propose, Thierry, que nous gardions ça en conclusion de notre rencontre. Je crois qu'on ne pourra pas faire mieux. Donc, je te remercie d'avoir accepté ma proposition. Je remercie la Maison du Mail de nous avoir mis en contact. Thierry est une personnalité qui mérite la lumière. Partagez ce podcast, faites-le connaître. Et si d'autres usagers de ce tiers-lieu, et même d'ailleurs, sont tentés par cette expérience, eh bien contactez-moi, patricemarcade@gmail.com. Et maintenant, je vous dis à bientôt pour de prochaines découvertes d'hommes et de femmes de talent.